Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et ce second épisode consacré au mois de l'horreur est intitulé « Le post-mortem quand les photographes aident au deuil ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. J'en profite également pour vous informer que le sujet abordé aujourd'hui traite de la photographie post-mortem, une pratique historique qui consiste à capturer l'image des défunts. Ce thème peut être sensible et émotionnellement difficile pour certaines personnes, notamment celles qui ont vécu des expériences liées au deuil ou à la perte d'un être cher. Si vous vous sentez concerné ou mal à l'aise face à ce sujet, je vous invite à écouter cet épisode avec précaution ou à choisir un autre contenu qui vous conviendra davantage. Avant tout, pensez à prendre soin de vous. Depuis la nuit des temps, les vivants veillent sur leurs morts, en gardant précieusement avec eux des souvenirs impérissables. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisent la technique du portrait funéraire, une représentation pleine de vie du défunt déposée sur le corps voilé de la momie. Ce portrait est ensuite déposé sur la sépulture ou rapporté au domicile de la famille dans le but de commémorer la mémoire du disparu. D'autres traditions culturelles veulent que le mourant pose de son vivant pour illustrer sa lente agonie. Ce portrait ante-mortem fait appel à la compassion du spectateur confronté à la douleur de l'agonisant, tout en évitant une représentation morbide du défunt. Et malgré cet attachement à la vie, le souvenir passe également parfois par une représentation directe de la mort. Tout d'abord, en réalisant des masques mortuaires. Il s'agit de moulages déposés sur le visage des défunts avant leur putréfaction. Avant de fermer le cercueil, il peut être remis aux membres de la famille, dans le but de l'exposer aux vues de tous et de faire mémoire du défunt. Dans le cas où le corps est voué à être exposé sur le long terme, le masque mortuaire est laissé sur le visage du mort. Ce fut le cas pour un grand nombre de souverains, de papes et de saints dits incorruptibles. Par incorruptible, il faut entendre un saint dont le corps ne se décompose pas après la mort et que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer. Enfin, vient une nouvelle représentation qui est certainement la plus connue. Le portrait mortuaire. Cette fois-ci, il est question d'un portrait représentant le défunt sur son lit de mort.
dans son cercueil ou sur un catafalque. À savoir que les historiens de l'art considèrent ce type de portrait comme un genre pictural à part entière. Ces 4 techniques mortuaires ont, certes, été pratiquées au sein de familles riches, mais l'histoire nous permet surtout de retenir que ces services ont tout particulièrement été utilisés à la suite de décès de souverains, religieux, célébrités, mais aussi d'enfants, de jeunes adultes décédés brutalement, tels que par le suicide, une maladie fatale ou encore une mort en couche. En 1839, alors que la photographie vient tout juste d'être commercialisée, des peintres spécialisés dans le portrait post-mortem se saisissent du nouveau médium pour photographier. Grâce à cette technologie, les peintres photographient le défunt, puis retournent dans leur atelier, image en main, ayant tout le temps devant eux pour réaliser la commande. Mais très rapidement, la photographie se suffit à elle-même, de par sa rapidité, son réalisme et son coût nettement moins onéreux. D'autant plus que, les années passant, le médium photographique s'intègre à la cellule familiale, devenant le rendez-vous immanquable des grandes étapes de vie, telles que le baptême, les premières communions, les mariages, voire même les services militaires. Les familles sont en demande de souvenirs, motivées par la mort qui frappe à tout coin de rue. Car en effet, dans la seconde moitié du 19e siècle, la mort est quasi quotidienne. Et chaque foyer veille les agonisants sur leur lit de mort. Les femmes meurent en couche, les enfants décèdent brutalement de maladies et la scarlatine, tout comme la coqueluche, mettent fin aux jours des plus fragiles. Cette période fait ainsi croître la pratique de la photographie post-mortem. Mais durant ces premières décennies de pratique, il est important de rappeler que les défunts n'ont aucune photographie d'eux de leur vivant. Les photographes proposent donc de les mettre en scène, afin de simuler un doux sommeil dans lequel ils seraient plongés. L'objectif est simple, leur offrir un semblant de vie. Cette volonté est moins motivée pour commémorer le disparu, mais plus pour aider les proches à faire leur deuil. Car oui, il n'y a rien de plus traumatisant que de regarder une photographie qui nous rappelle sans cesse la mort d'un enfant, d'une épouse ou d'un père. Ces images ont donc comme objectif de rappeler la vie qui a habité le disparu pour susciter des souvenirs doux et heureux. Pour la plupart de ces mises en scène, elles sont pratiquées sur des bébés et jeunes enfants. Les portraits sont réalisés au domicile des parents. L'enfant est déposé sur son lit, son corps enveloppé dans ses draps et son visage endormi sur son oreiller. Sur d'autres images, l'enfant est déposé dans les bras d'un proche, le plus souvent sa mère, et parfois même entouré de ses frères et sœurs. Une image qui simule un assoupissement soudain lors d'une partie de jeu ou après un câlin réconfortant. En 1854, un nouveau format de photographie est breveté. Il s'agit du photocarte qui, comme son nom l'indique, fait la taille d'une carte de visite. Ce format est une réelle révolution dans le portrait de famille, et en particulier post-mortem. Étant de petite taille, de poids léger et facile à reproduire en plusieurs exemplaires, les clients s'en emparent pour faire part des grands événements de vie et de mort aux membres de la famille éloignés géographiquement et ne pouvant se déplacer facilement. Il est donc courant qu'à l'occasion d'un enterrement, la photographie du défunt soit envoyée par voie postale en plusieurs exemplaires. L'inventeur du photocarte, le photographe français Eugène Disdéry, pratique le commerce de la photographie post-mortem. Un commerce qui n'utilise pas la langue de bois et expose dans ses vitrines, aux yeux de tous, des photographies de défunts. Des publicités explicites sont également dans les journaux. On peut même y lire: nous pratiquons les portraits miniatures d'enfants et d'adultes instantanés et de personnes décédées, soit dans nos locaux, soit à domicile. Nous nous attachons à obtenir des miniatures de personnes décédées agréables et satisfaisantes. Et le résultat est souvent si naturel qu'elle semble, même aux yeux des artistes, plongée dans un profond sommeil. Comment parvenait-il à rendre ces cadavres aussi vivants que nature ? Eugène Disdéry nous a laissé une explication. Chaque fois que nous avons été appelés à faire un portrait après un décès, nous avons vêtu le mort des habits qu'il portait habituellement. Nous avons recommandé qu'on lui laissât les yeux ouverts. Nous l'avons assis près d'une table et, pour opérer, nous avons attendu 7 ou 8 heures.
De cette façon, nous avons pu saisir le moment où les contractions de l'agonie disparaissaient. Il nous était donné de reproduire une apparence de vie. C'est le seul moyen d'obtenir un portrait convenable et qui ne rappelle pas à la personne pour laquelle il est cher ce moment si douloureux qui lui a enlevé ce qu'elle aimait. J'y mets tout de même un petit arrêt sur les yeux ouverts et l'apparence de vie. Aujourd'hui, les thanatopracteurs nous confirment qu'il n'est pas possible de maintenir les yeux ouverts du défunt aussi facilement et qu'il est impossible de le faire tenir assis. C'est pourquoi, si vous voyez sur Internet des photographies dites post-mortem, de personnes aux yeux grands ouverts et assis, voire même des fois debout, sachez qu'il est impossible que cette personne soit décédée. Son visage crispé est dû au long temps de pause qui, selon la décennie, variait entre 2 minutes et quelques secondes. Et afin d'éviter un quelconque mouvement, le modèle devait se coller à un appui-tête, de quoi donner une impression de rigidité aux membres. Pour ce qui est question de l'apparence de vie, sachez que malgré tous les efforts des photographes, un mort reste un mort. Et même si la photographie est en noir et blanc, le défunt garde une teinte de peau anormalement claire. C'est pourquoi les photographes professionnels collaboraient avec des peintres pour rajouter des couleurs au corps du défunt, voire même, des fois, des ailes. Aujourd'hui, on remarque que la photographie post-mortem du 19e siècle faisait partie intégrante des étapes du deuil et offrait une réelle démarche thérapeutique. En nommant le sociologue français Bourdieu, Joël Boloche dit dans la préface de l'ouvrage Post-mortem aux éditions Photopoche: « La photographie aiderait à surmonter l'angoisse suscitée par l'écoulement du temps, fournirait un substitut magique de ce que le temps a détruit, suppléerait aux défaillances de la mémoire, servirait de point d'appui à l'évocation des souvenirs associés et favoriserait la communication en permettant de revivre en commun les moments passés. » Et bien que cette pratique ait été répandue au Royaume-Uni, elle en fut tout autant prolifère dans les Indes britanniques, en Europe et en particulier en France, et sur l'entièreté également du continent américain. Au XIXe siècle, la photographie post-mortem atteint un réel pic de popularité, mais le XXe siècle marque une nouvelle ère pour cette tradition familiale. La photographie gagne en accessibilité, autant par son coût que par la maniabilité de son matériel. Les familles pratiquent elles-mêmes la photographie et ne font plus appel aux photographes pour figer leurs souvenirs. Et cela grâce à l'entreprise Kodak, qui a introduit la pratique privée de la photographie dès 1880. Cette démocratisation est réellement marquante au XXe siècle. Les familles possèdent toutes leurs propres albums de famille, immortalisant les mortels et faisant peu à peu disparaître les pratiques post-mortem. Cette régression se justifie également par l'arrivée massive des hôpitaux, où les malades y décèdent puis sont immédiatement pris en charge par le service funéraire. Les photographes ont, de ce fait, l'impossibilité de proposer leurs services dans ces lieux médicalisés, excepté dans le cas de suivis médicaux et recherches scientifiques. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode de Nicéphore intitulé « La science photographique du XIXe siècle ». Depuis plusieurs décennies maintenant, l'abandon de la pratique photographique post-mortem s'explique également par une vision contemporaine de la mort, où prédomine l'angoisse de vieillir et, intrinsèquement, de mourir. De ce fait, les individus refoulent davantage la mort, rendant le sujet tabou. Ajoutez à cela, il est de plus en plus courant d'arriver à l'âge adulte sans avoir vu le corps d'un défunt, chose qui était impensable il y a plus d'un siècle. Notre rapport à la mort change, et il est donc inévitable que nous observions cette pratique sous un jour macabre. Les articles, les documentaires, les podcasts nous l'ont bien fait comprendre. Même au cinéma, le sujet est abordé. Dans le film The Others, du réalisateur Alejandro Amenábar, sorti en 2001, Grace Stewart, interprétée par Nicole Kidman, découvre un livre de photocartes post-mortem dans sa maison et qualifie cette pratique de macabre. Attendez. Oui, madame. Sauriez-vous me dire ce que c'est, madame Mills? Ce sont des photographies, madame. Oui, mais ils sont tous endormis. Regardez. Ils ne dorment pas, madame. Ils sont morts. C'est un livre des morts. Au siècle dernier, c'était l'usage de photographier les morts, dans l'espoir que leur âme pourrait
continuent à vivre à travers leurs portraits. Il y a même des portraits de groupe. Oh, et des enfants. Oh, c'est macabre. Comment pouvait-on être aussi superstitieux? La douleur d'avoir perdu un être cher nous pousse parfois à faire des choses étranges. Jetez-le. Je n'en veux pas dans la maison. Tiens, madame. Alors oui, photographier un mort aujourd'hui est perçu comme irrespectueux envers la mémoire du défunt. Et pourtant, il est encore prouvé par la psychologie que photographier un défunt aide au deuil. Pour vous donner un exemple plutôt simple, je vous propose de vous tourner vers le cas du deuil d'enfants morts-nés. La photographie aide souvent les parents à faire leur deuil, l'image devenant la preuve irréfutable que le nourrisson a réellement existé. C'est pourquoi, même aujourd'hui, dans les hôpitaux et pompes funèbres, des photographes sont présents pour proposer leurs services aux familles endeuillées. Non par manque de respect, mais par soutien psychologique. Par ailleurs, certains lieux proposent d'autres alternatives si la famille souhaite un souvenir post-mortem, sans pour autant être à l'aise avec la photographie. Il peut notamment leur être proposé de mouler le visage ou les mains du défunt. J'en profite également pour vous informer que si vous souhaitez réaliser vous-même un portrait post-mortem, il est extrêmement important de demander l'accord des proches. Très rapidement, et ce dès l'apparition de techniques de reproduction photographique, les familles de personnages illustres et la presse elle-même s'emparent de la photographie post-mortem comme une suite logique à la dévotion populaire. Il n'est donc pas rare, dès la fin du XIXe siècle, de voir apparaître dans les revues et journaux la photographie d'un célèbre politique, d'un célèbre religieux, ou même d'un célèbre artiste décédé la veille. Parmi eux, il en est un que tous connaissent, même aujourd'hui, Victor Hugo. Décédé le 22 mai 1885, c'est son ami et célèbre photographe Nadar qui est appelé sur son lit de mort pour figer son portrait. Sa photographie fait la une de tous les journaux. La photographie post-mortem a également portraitisé Gustave Doré, Eugène Carrière, Auguste Rodin, Marcel Proust, Paul Valéry, Jean Cocteau et beaucoup d'autres. Les politiques et papes passent eux aussi sous l'objectif, de quoi instaurer un nouveau culte commémoratif et poursuivre une certaine propagande. Mais cette tâche n'est pas sans séquelles. Les photographes témoignent de l'effort qui leur est demandé de réaliser ces portraits, souvent de leurs propres amis. Parmi eux, Nadar. S'il est un devoir pénible dans la photographie professionnelle, c'est l'obligée soumission à ces appels funéraires qui ne se remettent pas. Puis vient Man Ray qui témoigne à son tour. Parfois, on me demandait de photographier quelqu'un sur son lit de mort. J'acceptais, c'était répugnant. Les plus grandes personnalités sont photographiées sur leur lit de mort, tels qu'Einstein, Kandinsky, ou encore Staline, Franco, Mao Tse-tung. Tandis que d'autres s'amusent à simuler leur propre mort en photographie, comme Sarah Bernard qui, ayant l'habitude de dormir dans son propre cercueil, s'y fait même photographier. Mais la tradition de la photographie post-mortem populaire entre en contradiction avec les valeurs de grandes personnalités publiques qui profitent de leur vivant pour refuser pleinement être prises en photographie le jour de leur décès. Ce fut le cas de Georges Clemenceau et de l'actrice Rachel Felix. Leur opposition faisant jurisprudence, on commence à réfléchir aux questions éthiques et morales de la photographie post-mortem et au droit à la vie privée du défunt. On se questionne aujourd'hui encore à l'atteinte à la mémoire et à la dignité du corps humain par une diffusion de l'image par voie journalistique. Une telle atteinte pouvant également porter préjudice aux proches du disparu. Aujourd'hui, il est extrêmement rare de pouvoir diffuser une photographie post-mortem à la même échelle que celle de Victor Hugo, et ceci grâce au droit à la vie privée. Les proches peuvent facilement s'interposer à cette diffusion, qui serait certainement perçue de mauvais goût en 2024. Dès 1858 d'ailleurs, après la parution de la photographie post-mortem de Rachel Felix, un procès a lieu, car Paris Match n'a pas demandé l'accord de la famille pour une telle diffusion. La situation se réitère en 1980 pour Jean Gabin, et il n'y a pas si longtemps, en 1996, avec la mort de François Mitterrand. Le 16 janvier 1996,
Paris Match publie 2 photographies post-mortem de cet ancien président de la République, ce qui choque l'ensemble des lecteurs du point de vue moral. Roger Théron, directeur de la publication de Paris Match, est condamné à verser une indemnisation de 100 000 francs, équivalent de 15 000 € aujourd'hui, pour le délit de publication de documents résultant d'une atteinte à l'intimité de la vie privée. Lors de cette affaire, le tribunal affirme que, je cite, « publier la photographie de la dépouille mortelle d'une personne implique la conscience de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de celle-ci. » Le tribunal ayant jugé cette affaire dit « Tout individu, quel qu'est son rôle au sein des institutions françaises, dispose du droit de faire respecter l'intimité de sa vie privée. Les hommes publics, et en particulier les chefs d'État, ne constituent pas une catégorie d'êtres à part, dont l'importance de ces prérogatives conduirait à la privation des droits élémentaires reconnus à tout individu. » Lors du procès de Roger Théron, la justice demande à connaître l'identité du photographe. Mais elle refuse de transmettre cette information. C'est à quoi le tribunal répond « La position de M. Roger Théron, qui a refusé de révéler l'identité de l'auteur des clichés litigieux, montre que cette communication de photographie ne s'est pas faite dans la transparence et suggère clairement l'origine frauduleuse de celle-ci. » Malgré le déclin de la photographie post-mortem familiale et populaire, les photographes contemporains n'hésitent pas à se saisir du sujet pour des projets artistiques. L'occasion pour eux de questionner la place de la mort dans la société actuelle et de nous y confronter, parfois brutalement, parfois en douceur, à ce qui nous effraie tant. Parmi les séries photographiques les plus connues, nous ne pouvons passer à côté de Rudolf Schäfer et sa série Totengesichter, Visage de mort, datant de 1986. Dans cette série, le photographe se rend dans une morgue de Berlin pour photographier les visages des défunts. Dans une tradition de la photographie post-mortem, les individus photographiés sont comme endormis, enveloppés dans un drap blanc. Les personnes âgées côtoient les jeunes enfants, dans une dignité qui force le respect. Mais vient ensuite Andrés Serrano et sa série The Morgue, datant de 1992. On connaît ce photographe pour ses expositions qui suscitent la polémique, et The Morgue n'échappe en rien à la règle. On crie à l'indécence et à l'obscénité. Comme son titre l'indique, Andrés Serrano a travaillé en collaboration avec des morgues américaines afin de figer l'état de mort par morcellement et fragments, avec un certain respect de l'anonymat. Andrés Serrano photographie des sujets très variés, enfants, jeunes adultes, personnes âgées, tout en ciblant certaines parties du corps comme des mains, des pieds, des fronts, des accessoires, etc. Les causes des décès sont nombreux et donnent les intitulés des photographies. On peut par exemple retrouver mort naturelle, mais également méningite fatale, ou piraté à mort, couteau à la mort, crash d'avion, suicide par poison au rat, tué par 4 grands Danois. L'ambivalence de l'état cadavérique et la sérénité des corps font également écho au memento mori, un genre pictural développé au Moyen-Âge ayant pour objectif de rappeler aux hommes et aux femmes que nous mourrons tous un jour et que cette fin est inévitable. La série d'Andrés Serrano donne la chair de poule, et pour cause, il témoigne lui-même avoir vécu un certain traumatisme lors de son travail, ayant voulu assister lui-même aux autopsies afin d'être le plus fidèle dans l'aboutissement de sa série. Au-delà d'un usage purement artistique, la photographie post-mortem n'a pas toujours été présentée sous l'angle de la mise en scène. Dès le début du XXe siècle, la photographie est utilisée dans un cadre médico-légal et judiciaire. On photographie des scènes de crime, les victimes et les agresseurs, afin de résoudre des enquêtes et fournir des preuves au tribunal. La photographie post-mortem est également encore très présente dans notre quotidien, dans le milieu journalistique. Dès le XIXe siècle, les photographes documentent la mort, comme Disdéry qui a photographié les cadavres de communards disposés dans des cercueils à la suite d'une fusillade par les Versaillais. Vous pouvez retrouver cette image sur mon article. Aussi, on se souvient tous de la photographie d'Alan Kurdi, ce petit garçon de 3 ans, syrien d'origine kurde et réfugié de la guerre civile syrienne, que l'on a retrouvé mort par noyade sur une plage de Turquie en 2015. Car au final, la morbidité de la photographie post-mortem est encore bel et bien présente dans notre quotidien,
même si on ne la nomme plus comme telle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.